À votre service cette semaine, nous recevons M. Mathieu Gauthier de Énergie Charlevoix et nous accueillons M. Herman Charret, le nouveau directeur général de TVCO. Bonne émission. Mathieu Gauthier, intervenant à Énergie Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Alors, intervenant en saines habitudes alimentaires. Saines habitudes de vie, mais alimentaires. Et alimentaire, ça en fait partie. Et voilà. Alors, Mathieu, tu es ici pour nous parler d'un sujet qui, à mon avis, devrait faire la une à toutes les semaines. Les boissons énergisantes. Exactement. Ces charmantes boissons. Et voilà. Donc, on en a deux petits exemples ici derrière moi. Oui. En fait, c'est que Énergie Charlevoix, selon la volonté aussi des membres du regroupement, parce que Énergie Charlevoix fonctionne vraiment de cette façon-là. Il y a plusieurs intervenants au niveau des saines habitudes de vie, donc la saine alimentation et l'activité physique, qui, eux, ont comme priorisé certains sujets, dont, entre autres, les boissons énergisantes. Donc, ce serait vraiment de faire au niveau de la sensibilisation de ce que contient une boisson énergisante, ce que ça peut apporter et ne pas apporter aux jeunes, surtout. Et là, c'est drôle, c'est ça, tu nous parles de saines habitudes Oui. de vie et tout ça. Puis on se dit, ben voyons, une petite boisson énergisante. Qu'est-ce que ça leur apporte dans une saine habitude de vie? En fait, c'est que les boissons énergisantes, parfois, puis souvent, laissent souvent présager des choses qui, en bout de ligne, ne se réaliseront pas. Donc, une boisson énergisante, à la base, c'est un concentré liquide qui fait état, en fait, au niveau de la vigilance, au niveau de l'activité cérébrale, des états de veille ou des choses comme ça, va apporter des améliorations. Par contre, même au niveau du sport, c'est beaucoup véhiculé. Prends une boisson énergisante avant une activité physique, puis tu vas augmenter tes performances. Puis quand on s'attarde au sujet, on s'aperçoit que non, finalement, c'est pas ça du tout. Ah non? Non, exactement. La caféine a pour effet sur le corps, en fait, de déshydrater. Puis ce qu'on veut lors d'une activité physique, c'est d'être hydraté le plus possible. Donc, en bout de ligne, il reste que le corps fonctionne moins bien avec la caféine. On ne verra jamais un athlète olympique ou des choses comme ça prendre une boisson énergisante avant une activité. Et là, tu me parles de caféine, mais là, on parle... Qu'est-ce que ça contient, une canette de boisson énergisante? En fait, une canette type beaucoup de sucre et la caféine. Les deux principaux ingrédients, c'est beaucoup ça. Donc, oui, il y a peut-être un petit rush, comme on pourrait dire finalement, mais c'est surtout au niveau du sucre. Donc, dès que le sucre revient à une concentration normale dans le sang, cet effet-là, on ne l'a plus. Puis au niveau de la caféine, bien encore là, comme on dit avant un sport, ces choses-là, c'est pas toujours adéquat. Oui. Puis la caféine, en fait, juste pour faire un petit exemple ici, quand on lit une mention sur une bouteille de boisson énergisante, là j'en ai pris une standard, je vais juste la lire parce que je ne veux pas me tromper, en fait, contient de la caféine et il est déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes ou qui allaitent et aux personnes sensibles à la caféine, ne pas mélanger avec l'alcool. Donc, quand on dit les enfants, on s'entend que c'est vraiment 17 ans. Là. Donc, ils ne le recommandent pas pour les enfants. À ce moment-là, tout ce qui est publicité puis tout ce qui entoure la commercialisation de ces produits-là, il y a une petite contradiction, là. Oui. Et là, on parle de, c'est ça, on dit du sucre, de la caféine. Oui. Il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas là-dedans. Exactement. Entre autres, la guarana. Si je te pose la question comme ça à froid, là, la guarana, pour toi, c'est quoi? Ça me semble, j'imagine, un beau fruit. Là. En fait, oui, c'est une plante exotique. C'est tiré, en fait, c'est en Amazonie. C'est une plante naturelle qui a de la caféine. OK. 4 à 5 fois plus concentré en caféine que le café régulier. OK. Alors là, c'est ça, toute cette combinaison-là d'aliments, ceux qu'on connaît, ceux qu'on ne connaît pas, et la caféine, parce que moi, j'ai déjà goûté, là, j'ai des palpitations, oui. là, puis pourtant, je bois du café. C'est pas bon pour la santé. Puis là, il faut le dire. Là. Exactement. Et là, il y a quelque chose qui se passe pour que vous puissiez passer le message, parce qu'on pense que c'est banal. Et voilà. Donc, en fait, on a créé à Énergie Charlevoix, Oui. au niveau, avec les partenaires, bien sûr, un comité qui s'attaque justement aux boissons énergisantes et sucrées. Aussi un volet au niveau des boissons gazeuses, ces choses-là. Donc, notre but, entre autres, c'était de réaliser un atelier qu'on peut dispenser dans les écoles, ces choses-là. Donc, en faisant cet atelier-là, on s'est posé plusieurs questions à la base. Qui était notre
public cible, de quelle façon on va transmettre l'information. Donc, les gens qui sont sur le comité, c'est tous des gens qui apportent quelque chose à ce comité-là, justement, pour pouvoir bien cibler nos interventions, là. OK. Et là, il va se passer quoi avec ce comité-là? Bien, en fait, aujourd'hui, je suis ici un petit peu pour dire qu'on aboutit finalement à un atelier dont on est bien fiers. Puis on va faire déjà la présentation au niveau de l'école secondaire du Plateau, donc à la Malbaie, on a ciblé les étudiants de secondaire 1. En fait, on a un représentant de Vision d'Espoir, Jonathan Girard, qui est sur le comité également, qui a vraiment des bases en toxicomanie, la prévention de la toxicomanie. Puis on s'est rendu compte en bout de ligne qu'il ne fallait pas non plus instaurer un problème. C'est comme d'aller parler de la prévention de la cigarette à des enfants du primaire, là, au niveau du deuxième du primaire. C'est peut-être pas nécessairement, ils ne sont pas rendus là nécessairement. Donc, si la question vient, oui, on va répondre, mais si la question n'est pas posée, on n'ira pas instaurer peut-être une problématique, là. Donc, on a vraiment ciblé les secondaires 1, où vraiment, là, ils sont du passage de la 6e année à l'école secondaire. Il y a peut-être des nouvelles réalités, des choses comme ça. Donc, on a toujours avec, c'est Vicky Tremblay aussi qui est sur le comité, qui travaille en prévention de toxicomanie à l'école du Plateau. Donc, on a instauré des formations directement avec les secondaires 1, donc 5 groupes de secondaire 1 qu'on va faire d'ici la fin avril. OK. Et là, l'atelier, ça comprend quoi? Tu n'arrives pas que ta canette t'étudie? Non, non, du tout. Bien, en fait, il y a toujours un petit volet un peu explicatif de ça contient quoi. Puis, de prendre la canette directement, puis de vérifier ensemble ce que ça contient, les ingrédients, ce qu'eux connaissent aussi. La guarana, on ne sait pas ce que c'est. Il y a souvent de la taurine, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup d'ingrédients qui sont un peu abstraits. Puis même au niveau de l'école secondaire du Plateau, on a fait une formation avec un médecin qui est au niveau de l'Association des médecins du sport du Québec. Donc, elle a présenté une formation aux professeurs. Parce que j'ai peut-être oublié de mentionner, mais l'école secondaire du Plateau est une des premières écoles au Québec à avoir interdit la consommation de boissons énergisantes au sein de son école. Sur le voie ou dans tout le Québec? Dans tout le Québec, en fait, c'est peut-être la 5e ou la 6e là, qui a ces choses-là. Donc, on voulait aussi outiller les professeurs pour que si jamais il y a des questions qui viennent, bien, au moins, il y a une réponse aussi. Il y a certains volets là, éducatifs dans tout ça. Donc, oui, on parle des composants des boissons énergisantes, mais on veut faire une activité aussi qui se veut le fun avec les autres. On veut partager. On ne veut pas faire un cours théorique, s'installer en avant, puis de tout donner l'information. Donc, on a divisé ça un peu comme ça, donc au niveau explicatif de ce que ça contient. Puis, on fait l'exercice avec eux. On divise le groupe en 3. Donc, il y a les producteurs de boissons énergisantes, il y a les consommateurs, puis il y a le ministère de la Santé, en fait. Donc, chacun des 3 groupes doit trouver peut-être les meilleurs, les arguments, les positifs et négatifs de chacun pour pouvoir un peu soit vendre son produit, le consommer ou en tout cas mettre une certaine sécurité au niveau du ministère de la Santé autour de ça. Donc, après avoir vu les composantes un peu de ça, bien, c'est eux qui vont chercher l'information. Donc, ça devient pas mal le fun. On va avec les groupes puis on regarde de quelle façon ils trouvent leurs idées et ces choses-là. OK. Alors là, cet atelier, ça doit durer à peu près 1 heure, j'imagine? Oui, 1 heure, 1 heure et quart. On s'est adapté selon les périodes. Là. Je pense que c'est 1 heure et quart que les périodes durent à l'école. Oui. Donc, on a vraiment pris la période au complet. Et là, on parle des jeunes. Oui. Hein? Puis des fois, bien, on est au courant, mais on veut en prendre pareil. Les parents dans tout ça. Parce que notre rôle aussi, là, notre rôle, c'est d'éduquer nos enfants. Je veux dire, on ne peut pas accepter qu'ils boivent ça. Non, finalement. Ça, c'est sûr. C'est sûr que le mandat d'Énergie Charlevoix vise vraiment une clientèle 0 à 17 ans. Donc, on est un projet de Québec en forme. Donc, c'est vraiment notre clientèle cible. C'est sûr que par la bande, on rejoint souvent les parents, les grands-parents, des choses-là. Entre autres, on a fait des ateliers de sensibilisation sous une autre forme, bien sûr, au niveau des boissons énergisantes, mais dans les campagnes de vaccination. Donc, les gens sont là. En fait, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de choses à faire. Ils attendent leur tour. Donc, on donnait de l'information. Donc, on a vraiment des feuillets qui sont faits pour ça. Puis, à ce moment-là, bien souvent, les parents, ils ne savent pas ce que leurs enfants... Oui, ils ont vu la bouteille, ils ont vu la canette. Parfois même, ils en achètent à l'épicerie, mais sans nécessairement se demander ce que ça contient. Donc, à ce moment-là, on est capable de quand même faire une sensibilisation auprès des parents qui, ensuite de ça, bien là, ils ont les outils pour parler avec leurs jeunes. Oui, c'est important d'en parler parce que j'imagine que c'est en croissance, ces produits-là. En fait, il y a toujours une grosse augmentation. C'est un des secteurs au niveau de l'alimentation qui augmente toujours. Puis de plus en plus, on fait juste regarder en rentrant dans n'importe quel dépanneur ou épicerie, il y a toujours une quantité phénoménale de ces boissons-là. Différents formats, différentes couleurs. Mais on s'entend qu'à la base, au niveau du marketing, qui on vise exactement? Pourquoi on les vise? Donc, au niveau des couleurs, c'est sûr que les jeunes, il y a un petit tape à l'œil. Au niveau des sports extrêmes, en fait, là, tout ce volet-là, il y a beaucoup de choses là-dedans aussi qui s'adressent. Oui, on aime ça, de regarder des trucs en ski ou des choses comme ça, mais à la base, c'est destiné à qui? À nos ados, en grande partie. Oui. Donc, puis,
il y a aussi un volet où les boissons énergisantes ont repris un peu le mandat, bien, le mandat, c'est dur à dire comme ça, mais au niveau de la cigarette, ne serait-ce que pour la Formule 1. Avant, on pouvait voir les voitures recouvertes d'annonces de cigarettes, Marlboro, ces choses-là. Maintenant, il y a une écurie qui s'appelle Red Bull. Ah oui? Oui, carrément. Donc, l'écurie Red Bull en Formule 1. Donc, encore là, je veux dire, c'est une façon de placer là, de sa publicité. Puis, à qui ça s'adresse? Bien, la clientèle cible est là. Oui. Écoute, Mathieu, tout ce que j'aurais le coup de dire, c'est n'en buvez pas, n'en buvez pas. Alors, c'est quand est-ce que ça commence? En fait, les formations, nous, on a pris rendez-vous finalement avec l'École du Plateau à la fin avril. Mais les formations, s'il y a une demande à ce moment-là, nous, on peut toujours aussi se déplacer puis aller rencontrer les clientèles visées. Mais oui. dans notre mandat, déjà, on le fait là, de façon ponctuelle. Okay. Puis s'il y a des gens qui veulent de l'information, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Moi, mettons, en tant que parent, oui. Là, je peux-tu t'appeler pour te demander aide-moi? Bien, en fait, on a un site Internet maintenant, donc okay. c'est une nouveauté, au www.energiecharlevoix.org, simplement, ou sur Google, on tape Énergie Charlevoix, puis vous arrivez sur le site. Donc, toutes les informations qui sont pertinentes se retrouvent sur le portail d'Énergie okay. Charlevoix. Et votre numéro de téléphone aussi? Oui, en fait, c'est le 240-2442. Et on demande Mathieu. Oui. Bien, écoute, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été avec nous. Bien, ça m'a fait plaisir. On se dit à bientôt. À bientôt, certainement. J'ai le plaisir de recevoir M. Herman Charret, le nouveau directeur général de TVCO. Alors, bonjour, M. Charret. Bonjour. Alors, bien, bienvenue à TVCO, premièrement. Merci. Alors, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de M. Herman Charret. Qui est-il? Qui est-il? En fait, c'est la beauté de l'image, la télévision. Là, on peut mettre un visage sur le nom. En fait, je suis d'abord et avant tout un passionné de communication. Et mon expérience globale et générale a tourné autour des médias dits traditionnels, mais spécialisés surtout en radio. Alors, j'ai eu le plaisir de commencer ma carrière d'ailleurs dans Charlevoix, à la Malbaie, pour la télévision qui s'appelait dans le temps CHGB, La Pocatière. Les plus vieux vont se rappeler de ça, les plus jeunes ne l'ont pas connu. Parce que c'est ça, juste avant, vous ne venez pas d'ici de Charlevoix, non. Vous venez... Moi, je suis originaire de la Rive-Sud, Kamouraska. J'ai toujours vu les belles montagnes. Ça m'a toujours attiré. Le fleuve étant un obstacle, on sait qu'il y a de la vie de l'autre côté. La preuve, très souvent, quand on était plus jeune, on faisait des parties sur le bord du fleuve, on allumait des feux de camp et on voyait des feux de camp s'allumer sur la Rive-Nord. Alors, on avait l'impression de communiquer par message. Mais les montagnes ici sont beaucoup plus hautes que sur la Rive-Sud, d'ailleurs. Quand on les regarde de la Rive-Nord, on peut s'en apercevoir. Et c'est ça. Donc, je suis originaire de Kamouraska, d'une région qui est très belle d'ailleurs, mais très différente. Parce que là-bas, tout est plat. Oui. Puis ici, tout est montagneux. Alors, le style de vie est un peu différent, l'atmosphère est un peu différente, comment dire, la façon de vivre est différente, parce que là-bas, c'est calme. Ici, tu es un petit peu à dire, OK, on se pousse dans le dos parce qu'on a une côte à remonter, puis on met les pieds sur le frein parce qu'on baisse. Juste ce genre de choses-là. C'est ça. Mais le gros de ma carrière, c'est comme je disais, je l'ai commencé ici, dans Charlevoix. Et bon, après quelques années, l'appel des grands centres s'est fait sentir, s'est fait entendre, et je suis allé travailler effectivement à Montréal. Alors, j'ai œuvré à différents niveaux, en agence de publicité, oui, en agence de publicité, dans du placement média, entre autres. Alors, autant à la radio, à la télévision que les journaux. Alors, ça m'a permis de connaître un petit peu c'est quoi les médias, leurs forces, leurs faiblesses, pourquoi on utilise un tel média par rapport à un autre. Suite à ça, je suis allé travailler en station de radio à faire de l'animation, puisque mon métier de base était animateur de radio. Alors, j'ai travaillé tout en étudiant à l'université pour des stations comme C'est quoi FM à Montréal. Et pour changer de carrière, bien là, je me suis dit, l'animation, il faut être bon. Je n'avais pas la prétention de dire que j'étais excellent. Si on veut avoir une carrière qui s'étire, alors j'ai bifurqué d'abord vers la vente. Alors, la vente de publicité au niveau des stations de radio. Et là, bien, à l'intérieur de ce métier-là, j'ai commencé comme représentant, je suis devenu directeur des ventes locales, je suis devenu directeur des ventes nationales, et pour terminer à la toute fin, quand j'ai été
transféré à Québec comme directeur général de station de radio. Je pense que ça brosse un bon portrait un petit peu là, de qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait. Et c'est ce qui vous a amené de toute façon ici dans Charlevoix à ce transfert à Québec? Effectivement. Quand je suis arrivé à Québec, ma famille m'a suivi. Alors, j'ai vendu ma résidence. Puis là, je me disais, je m'installe à quel endroit? Et un ami, par hasard, m'a parlé effectivement de Petite-Rivière, comme de quoi il y avait un nouveau développement. Et finalement, on est venu voir et j'ai dit, c'est ici que je m'installe. Alors, le fait est que j'ai acheté le terrain et depuis 2008, je suis résident effectivement de Petite-Rivière, Saint-François, Charlevoix. Et une fois rendu ici, là, j'imagine qu'il y a eu d'autres projets, là, parce que vous êtes un homme très actif. Alors, j'imagine qu'il y a eu d'autres idées avec ces montagnes, avec le paysage, d'autres choses qui ont germé, oui. là. Oui. En fait, je dois dire que quand je suis arrivé ici, j'en ai profité pour relaxer davantage. D'abord, parce que, bon, j'ai mis ma vie en communication à Montréal, dans les grands centres, c'est assez trépidant et assez exigeant, merci. Alors, j'ai fait un repos mental et je n'ai rien fait pratiquement pendant presque 6 mois, 8 mois. Et après ça, bien, je me suis dit, là, Herman, t'es un peu trop jeune, j'ai encore besoin d'être actif. Je suis retourné à l'école pour étudier un peu les médias sociaux. C'est quoi cette bébite-là, l'Internet, quel rôle ça joue? Venant surtout des médias dits traditionnels, bien, on voyait la croissance, effectivement, des médias sociaux, leur implication, les retombées, puis en même temps, la popularité que ça peut avoir auprès des plus jeunes et maintenant de plus en plus vers les gens d'un certain âge. Alors, je me questionnais là-dessus, puis je suis allé démystifier ça. Donc, je suis allé étudier ça. Puis, quand j'ai vu ce que c'était, bien là, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec ça? Et j'ai mis un petit peu mon expertise au service des gens en termes de consultant pour des médias dits traditionnels, comment utiliser ces médias-là et l'Internet. Puis, sur l'entrefaite, bien, avec mes recherches et mes contacts, j'ai mis la main sur ce que l'on appelle une entreprise qui est française, mais qui est arrivée au Québec juste depuis février 2013, donc ça fait pratiquement juste 1 an au Québec, ce sont en fait des visites virtuelles. Donc les gens qui peuvent voir une visite virtuelle vivent une immersion. Alors ça leur permet, tout en étant sur Internet, d'aller visiter différents endroits, comme s'ils y étaient. Alors, c'est une belle introduction, c'est une belle invitation, puis ça permet aux gens de prendre contact et connaissance avant même de se déplacer, puis de dire, bien, finalement, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Alors, ça, c'est de la photo, 360 degrés. Donc, c'est de la visite virtuelle avec une entreprise qui s'appelle HD Media 360. Et sur l'entrefaite, bien, c'est là, le journal. Un ami me dit, Herman, as-tu vu le journal? As-tu vu l'annonce? Je dis, non, c'est quoi? Bien, la télévision, si je cherche un directeur général. Je dis, ah, ça peut être intéressant. Pour mon âge, pour ma fin de carrière, la photographie, c'est pas quelque chose à plein temps. Ça ne me permet pas nécessairement de bien vivre ou d'en vivre exclusivement, parce que c'est très embryonnaire. Le potentiel est intéressant, mais à court terme, le timing a fait que, tiens, ça peut être intéressant, j'ai postulé, finalement, on m'a choisi. Alors... Et vous êtes maintenant le directeur général. Je suis maintenant le directeur officiel, le directeur général de TVCO. Alors, qu'est-ce qui vous anime le plus à l'idée de prendre justement, pas en charge, mais de relever un peu TVCO qui a besoin d'un petit coup de pouce, un petit peu? Oui, oui. En fait, c'est la proximité. Un beau défi. Oh, c'est un très beau défi. Je vous dirais que, juste avant de dire qu'est-ce qu'il y en a là-dessus, je dois dire et je dois lever mon chapeau au conseil d'administration et aux gens qui étaient en place. Parce qu'il y a eu un redressement de fait dans les dernières années. Et si ça n'avait pas été de ce redressement-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Ah non, il n'y aurait plus de télévision s'il n'y avait pas eu ce CA-là. Alors, je dois lever mon chapeau au conseil d'administration et à l'ensemble des membres du conseil et à M. Garand qui s'est très impliqué là-dessus. Les employés, bien sûr. Et vous-même, faisant partie de toute l'équipe qui avait mis l'épaule à la roue pour dire, bien, regarde, on s'implique. Et à partir de là, bien là, ils étaient, je pense, dans un tournant. Puis dire, bien là, on a besoin d'un deuxième souffle et on a besoin effectivement d'avoir quelqu'un à la direction. Et pour moi, ayant œuvré dans des gros médias, je veux dire, c'est beau, c'est le fun, il y a un côté glamour, excusez l'expression, mais très exigeant, très demandant, très impersonnel. Le fait de venir ici, dans une région comme Charlevoix, d'avoir une télévision communautaire pour les gens de la place, là, c'est
d'être branché directement avec tout ce qui se passe dans le quotidien, les préoccupations des gens, que ce soit politique, que ce soit culturel, que ce soit économique, que ce soit loisir, que ce soit sport. Les gens vivent, les gens échangent, puis c'est ce qui fait une communauté vivante. Alors, la télévision communautaire, je pense là-dessus, ça devient un reflet de toutes ces personnes-là, de tout ce qui se vit. C'est du quotidien. Mais un quotidien, on a beau dire que des fois que c'est quotidien, le terme est péjoratif, mais il n'y a rien de banal dans le quotidien. Et si on peut, nous, prendre ça puis de montrer à la population, d'ailleurs, vous avez été très présente, une émission comme la vôtre, ça vient expliquer ce qui se passe, ça vient informer les gens, ça a sa raison d'être, puis on veut en faire plus. Oui. Alors, c'est ce que, dans le fond, j'espère, en arriver à perdurer, dans le fond, dans le temps, pour faire en sorte que la télévision puisse vivre, non pas survivre, mais vivre, puis à partir de là, se permettre effectivement des idées, d'autres émissions qui viendront enjoliver la programmation, puis permettre aux gens de s'exprimer. Puis rejoindre peut-être aussi encore plus de gens, finalement, parce qu'il y a des belles choses en Charlevoix, c'est extraordinaire. Très belles choses. Très belles choses. Justement, les images sont belles. On se promène. Quand je viens travailler dans Charlevoix, puis je longe le fleuve, je me pince à tous les matins, puis je le regarde, le décor, je me dis, c'est beau. Des fois, on l'a quotidiennement, on l'oublie, mais il ne faut pas l'oublier, c'est beau. Oui. Et je pense aussi ce qui se passe dans Charlevoix, c'est beau. Il y a des belles activités, il y a des beaux événements, il y a des belles personnes. Et ça, je pense que la télévision, c'est important qu'elle vive justement pour ces personnes-là. Oui, il faut vivre au rythme de ce que les gens font. Hein. Oui. Baie-Saint-Paul est un beau village. Je dirais, parce que c'est une ville, oui, mais en même temps, ça a plus l'atmosphère d'un village, où dans le contexte, il y a un cœur, il y a des activités, autant au niveau du musée, autant au niveau des arts, au niveau de la rue. Culturellement, c'est riche. Le décor, c'est beau. Il y a plein de choses. Et moi, personnellement, je ne demande qu'à m'intégrer dans tout ça. Oui. Puis de le voir aussi avec un œil différent, extérieur, pour voir, je dis, hey, on n'a pas pensé à telle orientation ou tel angle d'attaque. Je dis, comment on peut faire émerger tout ça pour aller plus loin. Oui. Alors, moi, je lance l'invitation d'ailleurs de toute façon. Les petites villes ou villages autour aussi, là, qui... Oui. C'est extraordinaire. Oui. Et TVCO, est-ce qu'il y a des projets? Dans votre tête, là, ça va bouillonner, j'imagine, là? Oui, mais en fait, on est une télévision communautaire. Donc, il faut que là, je me comment dire... S'imprégner, peut-être? C'est ça, s'imprégner de tout ce qu'une télévision communautaire peut faire et ne peut pas faire. Oui. OK? Parce qu'on est souvent comparé aux télévisions dites commerciales et notre rôle est différent. Et notre mandat est différent, puis notre façon d'être est différente. Alors, des fois, les gens disent « Pourquoi vous ne faites pas ça? » Mais c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on ne peut pas. Mais, bon, entre le blanc et le noir, il y a le gris. On va essayer de voir tout ce qu'il y a possibilité en termes de développement. Et en termes de projet, bien oui, à venir, on aimerait peut-être passer en diffusion HD. Ça, je pense que ça serait une belle étape, une belle marche en termes de croissance, parce que là, on serait avec les autres canaux dits populaires quand on est abonné à des RIS sur le 700. Alors ça serait un beau projet dans les années à venir. On va avoir à déménager dû au fait qu'on est situé dans l'hôpital. Donc, on va avoir besoin de nouveaux locaux. Bientôt le 40e anniversaire, déjà 40 ans. Chapeau aux gens du Baie-Saint-Paul, ça fait 40 ans que vous avez une télévision communautaire. Puis il y en a juste 41 en province. C'est pas beaucoup. Donc c'est un privilège que l'on a, puis c'est un bel outil, puis il faut l'exploiter, puis s'assurer peut-être d'avoir un autre 40 ans, pourquoi pas. Alors, on va avoir à célébrer ça. Et bien sûr, essayer de faire en sorte que la croissance de la station soit bien présente. Puis de ce là, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde. Moi, vous, la population, les commerçants. Vous allez me voir, vous allez m'entendre. Et faire en sorte qu'effectivement, on puisse assurer une stabilité financière, puis qu'on puisse aller de l'avant avec des projets, puis que les gens de Baie-Saint-Paul soient fiers et des environs soient fiers, effectivement, de leur télévision. Oui. Alors, ne pas être gêné de lever la main et de venir nous voir si vous avez des projets. C'est exactement ce à quoi je pensais. Je me dis, maintenant, en plus, les gens ils ont mis un visage sur le nom. J'inviterai les gens que quand ils vont vous rencontrer, s'ils en ont des idées, de pouvoir justement vous les communiquer ou d'appeler à la station. L'ouverture est là et les gens, ils doivent oser finalement faire ça. Il ne faut pas être gêné. Il ne faut pas être gêné. La télévision, il faut démystifier ça. Une caméra, il faut démystifier ça. Un micro, il faut démystifier ça. Puis dans le fond, une fois qu'on a démystifié tout ça, puis les possibilités que ça peut nous donner, ne serait-ce que de se faire voir, de se faire entendre,
bien, c'est là. Puis je pense qu'il ne faut pas se gêner. On est ouvert, effectivement, à accueillir tous bénévoles qui veulent s'impliquer. On est une petite équipe. Il y a Normand ici qui est derrière la caméra, ça fait au-delà de 14 ans qu'il est là. Il en a vu passer des choses, il va en voir encore. Puis chapeau et merci à Normand. Les autres, c'est une jeune équipe. Je pense à Jessica, qui est à l'administration et à la réception. Je pense à Vincent, qui est au niveau des journalistes et caméras. Il y a Carl qui était là aussi, qui, pour X raisons, nous quitte, là, question de santé, puis il y a d'autres projets aussi. C'est correct, il a fait un bout de temps, puis il a donné. Puis à mon arrivée, bien, il y a de la place encore pour d'autres personnes. Oui. Ils sont les bienvenus. Bien, écoutez, M. Herman Charret, merci beaucoup. Bien, merci d'avoir accepté ce poste-là aussi. Merci. On est content de vous avoir à TVCO et on espère pour les prochaines 40 années. Là, j'ai un bout de temps donné, 40 ans. Je vais laisser la place à des plus jeunes. Alors, merci beaucoup. Merci. Alors, à bientôt. Au revoir. Merci aux invités d'avoir été avec nous pour cette émission. Si vous voulez vous aussi participer, vous pouvez nous contacter au 88 435 5134 ou par Internet à tvco@charlevoix.net. Je vous invite aussi à nous contacter si vous avez des idées ou des suggestions ou commentaires. Alors, on se dit à bientôt.